Chapitre 1. L'ombre du guerrier. Derek Morrison avait toujours été un homme qui mesurait la vie en termes absolus, noir ou blanc, loyal ou traître, vivant ou mort. 22 ans dans les forces spéciales avaient gravé ses principes dans son âme comme des cicatrices sur le granit. Assis dans l'avion de transport qui le ramenait à Colorado Springs, le poids familier de son sac de sport entre ses bottes, Derek s'autorisa un rare moment d'anticipation. 15 mois, c'est le temps qu'il avait passé à traquer les ombres dans des endroits qui n'existaient pas sur les cartes, à faire des choses qui n'apparaîtraient jamais dans les rapports officiels. Le genre de travail qui assurait la sécurité de l'Amérique pendant que les Américains dormaient paisiblement dans leur lit. Le genre de travail qui lui avait coûté 2 doigts de la main gauche, un réseau de cicatrices sur le torse et plus de nuits blanches qu'il ne voulait en compter. Mais il lui avait aussi valu quelque chose de précieux. Une retraite anticipée à 38 ans avec tous les avantages sociaux, et la promesse d'une vie normale avec Lindsay et leur fils de 8 ans, Tyler. Le garçon allait avoir 9 ans maintenant, réalisa Derek avec un pincement de culpabilité. Il avait manqué un autre anniversaire, un autre Noël, une autre année de l'enfance de son fils sacrifié sur l'autel du devoir. Le téléphone de Derek était tombé en panne. Un SMS de sa voisine, Madame Chin. Derek avait essayé d'appeler Lindsay au sujet de Tyler. Inquiet. Appelle-moi à l'atterrissage. Étrange. Derek avait essayé d'appeler Lindsay 3 fois depuis l'Allemagne pendant son escale, mais son téléphone était tombé directement sur la messagerie. Il avait supposé qu'elle était occupée par les activités scolaires de Tyler ou son travail à temps partiel à la clinique vétérinaire. Lindsay avait toujours été indépendante, parfois à l'excès, mais elle répondait généralement à ses appels pendant son déploiement. L'avion atterrit à la base aérienne de Peterson à 23h47. Le commandant de Derek, le colonel Raymond Torres, avait organisé son départ rapide, une courtoisie pour un vétéran décoré qui avait tout donné à son pays. À 1h15 du matin, Derek conduisait sa Jeep remise à l'abri dans les rues désertes de Colorado Springs. Sa mémoire le guida vers la modeste maison à 2 étages de Maple Street, qui avait été son point d'ancrage pendant des années de déploiement. La maison était sombre, à l'exception d'une unique lumière à la fenêtre de l'étage, celle de Tyler. Derek sourit malgré son épuisement. Le garçon avait toujours été un oiseau de nuit, lisant probablement sous ses couvertures avec une lampe de poche. Quelque chose n'a jamais changé. Derek se gara dans l'allée, constatant que la Honda de Lindsay n'était pas là, probablement de nouveau chez sa mère. Patricia Kellerman n'avait jamais approuvé la carrière militaire de Derek, la considérant comme un abandon des responsabilités familiales. Cette femme avait tellement empoisonné les conversations au fil des ans que Derek avait appris à l'éviter autant que possible. Il utilisa sa clé pour entrer discrètement, ne voulant pas réveiller Tyler si le garçon finissait par s'endormir. La maison semblait différente, plus propre, mais aussi plus froide. Les photos de famille qui bordaient le couloir avaient été remplacées par des œuvres d'art banales. Les décorations militaires de Derek, autrefois fièrement exposées dans le salon, avaient disparu. Un bruit venant de l'étage le figea. Non pas la voix de Tyler, mais le rire d'un homme, suivi du gloussement caractéristique de Lindsay. Le son qui avait autrefois fait battre le cœur de Derek lui glaçait maintenant les veines. Derek se déplaçait avec la précision silencieuse qu'il avait maintenue en vie en territoire hostile. Chaque marche était soigneusement placée, évitant les craquements qu'il avait mémorisés des années auparavant. Les sons devinrent plus clairs à mesure qu'il atteignait le palier. Des murmures intimes, le bruissement des draps, le craquement rythmé de son lit conjugal. Par l'entrebâillement de la porte de la chambre, Derek aperçut sa femme, mariée depuis 12 ans, enlacée à un homme qu'il ne reconnaissait pas. Grande, d'apparence douce, avec des cheveux blonds roux et une peau pâle qui évoquait davantage le travail de bureau et les abonnements à la salle de sport que le travail. L'alliance de Lindsay reposait sur la table de nuit, à côté d'une montre d'homme que Derek ne reconnaissait pas. 22 ans de formation en salle de classe, 22 ans de civilisation. La main de Derek se dirigea instinctivement vers le couteau qu'il portait encore par habitude, mais quelque chose le retint. Pas la pitié. Derek Morrison avait épuisé sa capacité de pitié depuis longtemps. Mais la patience, le genre de patience qui faisait des chasseurs des légendes, il recula silencieusement, l'esprit déjà occupé à calculer, planifier, s'adapter. Sur le terrain, la première règle d'engagement était la collecte de renseignements. Connaître son ennemi. Connaître ses faiblesses. Connaître ses peurs. Alors seulement, on frappe. Derek se glissa dans la chambre de Tyler, s'attendant à trouver son fils endormi paisiblement. Au lieu de cela, il trouva un lit vide. Les draps étaient propres.
La pièce trop ordonnée, comme une exposition de musée plutôt qu'une chambre d'enfant. L'éléphant en peluche préféré de Tyler, un cadeau que Derek avait rapporté de son deuxième déploiement, était introuvable. La glace dans les veines de Derek se transforma en azote liquide. Il inspecta la salle de bain, la chambre d'amis, même les placards. Pas de Tyler. Aucun signe que le garçon ait été dans cette maison récemment. La respiration de Derek restait contrôlée, mais son pouls battait au rythme de la bataille qui approchait. De retour en bas, Derek chercha avec une précision méthodique. Dans la cuisine, il trouva l'emploi du temps de Tyler collé au réfrigérateur par un aimant. D'après le calendrier, Tyler aurait dû commencer le CE2 depuis 2 semaines. Mais il n'y avait pas de boîte à lunch, pas de sac à dos près de la porte, pas de débris d'enfance qui s'accumulent autour d'un enfant de 8 ans comme un pôle gravitationnel. Le téléphone de Derek vibra de nouveau. Madame Chin. Derek, appelez-moi. C'est à propos de Tyler. Je suis inquiet. Cette fois, Derek appela. Derek. La voix de Madame Chin était étouffée par le sommeil et l'inquiétude. Dieu merci. J'essaie de joindre l'INSEE depuis 3 jours. Tyler n'est pas allé à l'école. J'ai vu des choses par ma fenêtre. Je ne savais pas si je devais appeler la police. Qu'avez-vous vu, Madame Chin? Il y a 3 nuits, pendant cette terrible tempête, j'ai entendu des cris. Tyler était dehors sous la pluie et l'INSEE, elle lui criait dessus. Des choses horribles. Je n'entendais pas tout, mais je l'entendais dire. La voix de Madame Chen se réduisit à un murmure. Elle disait qu'il avait ruiné sa vie. Blessé, et je suis tellement désolé. La voix de Tyler était petite mais claire. Vous avez dit que j'avais ruiné votre vie. Le visage de l'INSEE s'effondrait. Je ne le pensais pas. J'étais bouleversé et effrayé. Tu m'as jeté dehors dans la tempête. Je sais, bébé. Et j'avais tort. Si mal. Maman était juste. Vous avez dit à tante Dorothy que papa était morte. Les tentatives d'explication de l'INSEE sont mortes dans sa gorge. Elle regarda le visage de Tyler, sérieux, blessé, mais pas hostile, et semblait se rendre compte que son fils lui donnait une chance de dire la vérité. Oui, murmura l'INSEE. J'ai fait toutes ces choses, et je ne peux en reprendre aucun. Derek a vu sa femme lutter avec des concepts auxquels elle n'avait jamais eu à affronter auparavant. Véritable responsabilité, conséquences qui ne pourraient pas être négociées, la réalité que certains dégâts ne pouvaient pas être annulés avec des excuses. Tyler, Derek a dit, avez-vous des questions pour votre mère? Tyler était silencieux pendant un long moment. Alors, pourquoi vouliez-vous que papa soit mort? Le sang-froid restant de l'INSEE s'est complètement brisé. Je ne l'ai pas fait. Je ne pensais pas Tyler, les relations adultes sont compliquées et parfois les gens font des erreurs. Ce n'est pas une réponse, a déclaré Tyler avec l'honnêteté dévastatrice de l'enfance. Tu voulais que papa soit mort pour que tu puisses être avec Brad. C'est pourquoi tu m'as mis avec tante Dorothy. Parce que j'étais sur le chemin. Derek a senti une vague de fierté mélangée à un chagrin. Son fils avait hérité de sa capacité à voir clairement par la tromperie et la manipulation. Tyler ne serait plus jamais une victime facile. L'INSEE regarda entre Tyler et Derek avec un désespoir croissant. Derek, s'il vous plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je suis toujours la mère de Tyler. Je peux changer. Je peux obtenir de l'aide. Nous pouvons résoudre ce problème. L'expression de Derek est restée neutre. Parlez à Tyler les polices d'assurance. Le visage de l'INSEE est devenu blanc. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Derek a sorti un dossier de fichiers et l'a placé sur la table basse. Les polices d'assurance vie d'une valeur de 250 000 $. Je me suis retiré à mon insu avec vous en tant que principal bénéficiaire. Acheté il y a 6 mois par le biais de la compagnie d'assurance de Brad. L'INSEE regarda les documents comme s'ils pouvaient disparaître par la force de la volonté. Parlez à Tyler les arrangements de garde que vous avez pris avant de rentrer à la maison. Derek a placé un autre ensemble de documents sur la table. Déposé juridique préparé à l'avance, me déclarant psychologiquement inapte à la responsabilité parentale due à un traumatisme de combat. Évaluation psychiatrique commandée par des médecins qui ne m'ont jamais examiné. Tyler regarde sa mère avec le genre d'attention focalisée que Derek avait vu dans les soldats de combat évaluant les positions ennemies. Parlez à Tyler du plan de me déclarer mort si les polices d'assurance ne payaient pas assez rapidement. La voix de l'INSEE était à peine un murmure.
Derek, s'il vous plaît, ne faites pas cela devant Tyler. Tyler a besoin de comprendre qui est vraiment sa mère, a déclaré Derek avec la finalité. Il a besoin de comprendre que la femme qui l'a jeté dans une tempête et lui a dit que son père était mort n'est pas quelqu'un qui a fait des erreurs. C'est quelqu'un qui a fait des choix. Derek se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le quartier où il avait prévu d'élever son fils en sécurité et en sécurité. Tyler, votre mère et sa famille ont conspiré pour me faire tuer afin qu'ils puissent réclamer mes prestations militaires et mon argent d'assurance. Quand cela n'a pas fonctionné, ils ont décidé de me chasser en détruisant tout ce qui m'intéressait, en commençant par vous. Tyler a regardé sa mère avec une expression que Derek n'avait jamais vue sur le visage de son fils auparavant. La déception des adultes s'est mélangée au type d'évaluation du rhume provenant de la compréhension de la trahison. Tyler, Lindsay a plaidé, s'il vous plaît ne me regardez pas comme ça. Je suis toujours ta mère. Je t'aime toujours. La réponse de Tyler a été délivrée avec une question de fait que quelqu'un indique une vérité évidente. Non, tu ne le fais pas. Si tu m'aimes, tu ne m'aurais pas fait de mal à blesser papa. Derek se retourna pour faire face à Lindsay. Vous avez le choix de faire. Vous pouvez combattre cela. Embaucher des avocats, réclamer les droits parentaux, essayer de convaincre un juge que vous êtes une mère en forme malgré l'enlèvement de votre fils et conspirer pour assassiner votre mari. Ce combat impliquera des accusations criminelles, des enquêtes fédérales et Tyler témoignant de ce que vous lui avez fait. La voix de Derek est restée conversationnelle, mais les mots portaient le poids de la finalité absolue. Ou vous pouvez signer des documents abandonnant tous les droits parentaux. Acceptez de ne plus jamais contacter Tyler et de disparaître de nos vies en permanence. Lindsay regarda désespérément la pièce autour de la pièce, comme si elle cherchait un allié ou un itinéraire d'évasion. Mais il n'y avait que la certitude implacable de Derek et l'évaluation calme de Tyler de son caractère. Si je signe ces papiers, murmura Lindsay, je ne reverrai plus jamais Tyler. C'est correct. Mais c'est mon fils. Le sourire de Derek était plus froid que l'hiver du Wyoming. Il était votre fils lorsque vous l'avez jeté dans une tempête. Il était ton fils quand tu lui as dit que j'étais mort. Il était votre fils lorsque vous l'avez envoyé dans un endroit où les enfants sont systématiquement brisés. Derek a placé un stylo et un jeu final de documents sur une table basse. Maintenant, Tyler est mon fils et il sera protégé par quelqu'un qui comprend que la famille signifie plus que la commodité. Lindsay regarda les papiers pendant un long moment, puis regarda Tyler une fois de plus. Son fils la regardait avec une attention polie comme si elle était un étranger qu'il était contraint de rencontrer. Tyler, dit-elle, sa voix se brise. Je t'aime vraiment. Tyler a examiné cette déclaration avec la gravité d'un juge pesant des preuves. Peut-être que vous le faites, mais vous vous aimez plus. Lindsay a signé les papiers en secouant la main, des larmes coulant sur les documents juridiques qui ont rompu son lien avec son fils pour toujours. Elle est partie sans regarder en arrière parce qu'elle a compris que certaines trahisons ne pouvaient pas survivre à la vérité. Chapitre 8. Fantaisie et conséquences. 3 mois plus tard, Derek s'est assis dans un café au centre-ville de Colorado Springs, en lisant un journal et en profitant du genre de matin paisible qu'il avait appris à ne pas tenir pour acquis. Tyler était à l'école, une nouvelle école, où il s'était rapidement imposé comme l'enfant qui n'avait pas peur des intimidateurs et qui avait une compréhension inhabituelle de ce à quoi ressemblait la vraie ténacité. Le téléphone de Derek a bourdonné d'un texte à partir d'un numéro inconnu. Nous devons parler. Bras dans les. Derek s'était demandé quand un homme refait surface. Fusée avait probablement semblé être le choix intelligent à l'époque, mais des hommes comme Brad ont rarement appris de leurs erreurs. Derek a tapé Riverside Park 1 heure. Derek est arrivé tôt et a sélectionné un banc avec des spectacles optimaux et plusieurs voies de sortie. Vieilles habitudes. Mais quand Brad est finalement apparu, Derek s'est rendu compte que la paranoïa n'était pas nécessaire. Brad en lait ressemblait à un homme qui avait passé 3 mois à dormir dans un motel bon marché et à vivre avec de la nourriture de dépanneur. Ses vêtements chers avaient été remplacés par des alternatives de magasins à prix réduit. Son fanfaron confiant était parti, et il a déménagé avec l'énergie nerveuse de quelqu'un qui avait appris à regarder constamment par-dessus son épaule. Morrison. Brad s'assit fortement, laissant une distance délibérée entre lui et Derek. Tu as l'air terrible, Brad. Ouais, eh bien, disparaître n'est pas aussi simple que cela puisse paraître. La voix de Brad apportait l'épuisement de quelqu'un qui a découvert que la fusion de problèmes ne les résolvait pas.
Il s'avère que les gens auxquels je dois de l'argent sont assez bons pour suivre les rythmes morts. Dererick attendit. D'après son expérience, les gens désespérés ont finalement révélé plus qu'ils ne le voulaient s'ils donnaient suffisamment de silence. J'ai besoin de votre aide, a poursuivi Brad. Ces gars à qui je dois de l'argent, ils m'ont trouvé au Nevada. Puis ils m'ont trouvé en Arizona. Ils ne vont pas cesser de chercher. Cela ressemble à un problème. Le désespoir de Brad s'est intensifié. Allez, Morrison. Vous avez des liens militaires, des contacts de sécurité. Vous pouvez faire disparaître cela. Derek a étudié Brad avec l'intérêt clinique de quelqu'un qui examine un échec intéressant. Pourquoi aiderais-je l'homme qui prévoyait de me tuer et de voler mon fils? Parce que j'ai des informations que vous voulez. L'expression de Dererick n'a pas changé, mais quelque chose dans son silence a mis à l'aise Brad à propos de Lindsay. Sur ce qui s'est vraiment passé avant de rentrer à la maison. Dererick attendit. Brad a sorti un téléphone portable et a joué une conversation enregistrée. La voix de Lindsay a rempli l'air, mais ce n'était pas la femme que Dererick avait épousée. Cette voix était froide, calculante et discutant de la mort de Derrick avec l'enthousiasme de quelqu'un qui planifie des vacances. Doit ressembler à un accident, mais cela doit arriver bientôt. Les polices d'assurance ne paient pas s'ils se retirent sans mourir au combat. La voix de Patricia a répondu, Dorothy peut gérer le garçon indéfiniment si nécessaire. Lindsay à nouveau, et Dererick ne soupçonne rien. Il pense que je suis la femme militaire impuissante qui attend fidèlement à la maison. Il n'a aucune idée que je planifie cela depuis 2 ans. Dererick a écouté 15 minutes de conversation qui détaillaient exactement à quel point il avait été trahi. Lindsay n'avait pas été séduit par Brad. Elle l'avait recruté. Patricia n'avait pas manipulé Lindsay. Ils avaient été partenaires. Les abus de Tyler n'avaient pas été le résultat d'une colère ou d'un mauvais jugement. Il avait été calculé de la guerre psychologique conçue pour détruire le lien de Derrick avec son fils. Lorsque l'enregistrement s'est terminé, Dererick s'est assis en silence pendant 30 secondes. Quand cela a-t-il été enregistré? Il y a 6 mois. Lindsay voulait que je l'aide à la mort de votre mort lors de votre dernier déploiement. Faites ressembler à l'action ennemie. Quand j'ai dit que j'avais besoin de temps pour le planifier, elle était impatiente et a décidé d'attendre que vous mouriez naturellement. Brad se pencha avec impatience. Mais cela prouve tout, non? Cela montre que Lindsay était le cerveau qu'elle m'a manipulé pour l'aider. Vous pouvez l'utiliser pour le rire de Dererick était vraiment amusé à quoi? Prouver que mon ex-femme est un sociopathe. Je le savais déjà. Prouvez que vous êtes une victime. Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Dererick se leva. Brad, vous manquez le point. Je me fiche des preuves. Je me fiche de la justice ou de la vengeance ou de la prouvance à qui que ce soit. Dererick baissa les yeux sur Brad avec quelque chose qui approchait de la pitié. Lindsay est partie. Patricia a disparu. Dorothy est en prison fédérale. Tyler est sûr et heureux. La guerre est terminée et j'ai gagné. Mais et moi? La voix de Brad craque de désespoir. Ces gars vont me tuer. Je ne peux pas continuer à courir pour toujours. L'expression de Dererick s'est endurcie. Puis arrêtez de courir. Quoi? Tu es un lâche, Brad. Vous avez été un lâche toute votre vie. Vous avez manipulé une femme endommagée au lieu de faire face à vos dettes de jeu honnêtement. Vous aviez prévu d'assassiner un homme qui ne vous a jamais fait de mal. Au lieu de prendre la responsabilité de vos erreurs, vous vous êtes enfui au lieu d'accepter les conséquences. La voix de Dererick portait le poids de la certitude absolue. Mais courir ne change pas ce que vous êtes. Cela signifie simplement que vous mourrez épuisé au lieu de vous lever. Dererick s'éloigna, laissant Brad assis seul sur le banc avec son désespoir et ses dettes impayables et son enregistrement qui ne prouvait rien, sauf qu'il avait toujours été exactement ce que Dererick l'avait identifié comme un homme faible qui a blâmé les autres pour ses faiblesses. Dererick avait appris quelque chose d'important au cours de ses 22 années de service militaire. Certaines personnes pouvaient être rachetées et certaines personnes n'étaient que des cibles en attendant que le bon moment soit engagé. Brad Hanley était une cible, et Dererick avait déjà appuyé sur la détente en refusant de le sauver des conséquences qu'il avait gagnées. Ce soir-là, Dererick a pris Tyler à l'école et a rentré chez lui dans le genre de rue de banlieue tranquille où les enfants ont joué dans des chantiers et des parents inquiets de choses normales comme les devoirs et la pratique du football. « Papa, dit Tyler en entrant dans leur allée. Madame Patterson a demandé s'il voulait venir à la conférence des parents enseignants la semaine prochaine.
Derek sourit. Bien sûr. Comment sont vos notes? Tout ça sauf pour l'art. J'ai un B+ dans l'art. Que s'est-il passé dans l'art? Tyler le considérait sérieusement. J'ai dessiné une photo d'une famille, mais c'était juste toi et moi. Madame Patterson a déclaré que les familles ont généralement plus de gens, mais je lui ai dit que ce n'était pas vrai. Certaines familles sont exactement de la bonne taille. Derek a ressenti le genre de fierté qui n'avait rien à voir avec les réalisations militaires ou les victoires tactiques. Tu as absolument raison, mon fils. Certaines familles sont exactement de la bonne taille. Cette nuit-là, après que Tyler dormait, Derek s'est assis sur son porche arrière et a levé les yeux vers des étoiles qui étaient visibles ici d'une manière qu'ils n'avaient jamais été visibles dans les endroits où il avait passé sa vie professionnelle. Demain, il assisterait à une conférence des parents enseignants comme un père normal. La semaine prochaine, il aiderait Tyler dans un projet scientifique sur les systèmes solaires. Le mois prochain, ils iraient camper dans des montagnes où les seuls dangers étaient la météo et la faune. Derek Morrison avait passé 22 ans à protéger un pays qui ne connaissait pas son nom contre les ennemis qui ne méritaient pas la miséricorde. Maintenant, il protégeait un garçon de 8 ans qui signifiait plus pour lui que chaque bataille qu'il avait gagnée et chaque mission qu'il avait terminée. C'était, a expliqué Derek, le travail le plus important qu'il ait jamais eu. Et contrairement à sa carrière militaire, c'était un travail où la victoire signifiait la paix, pas plus la guerre. Derek est entré à l'intérieur, a vérifié son fils une fois de plus et a dormi le genre de sommeil sans rêve qui venait de savoir que tout ce qui valait la peine d'être protégé était sûr. Chapitre 9, Nouvelle fondation. Un an plus tard, Derek se tenait dans la cuisine de sa maison, emballant les déjeuners et vérifiant les devoirs avec l'efficacité pratiquée d'un père célibataire qui avait appris que l'éducation d'un enfant était plus complexe que toute opération militaire qu'il avait jamais prévue. Tyler a rebondi dans la cuisine avec un uniforme de football et le genre de sourire confiant qui venait d'enfants qui savaient qu'ils étaient aimés inconditionnellement. Papa, n'oubliez pas que j'ai de la pratique avant 17h30. Déjà sur mon calendrier et n'oubliez pas votre bouteille d'eau. Tyler a attrapé son équipement et s'est dirigé vers la porte. Puis s'arrêta et regarda Derek avec une expression qui s'était familiarisée au cours de la dernière année. L'aspect d'un enfant qui avait encore parfois besoin d'assurer que les bonnes choses n'étaient pas temporaires. Vous serez là à l'entraînement. Le sourire de Derek était chaleureux et certain. Je ne le manquerai pas, fils. Après le départ de Tyler à l'école, Derek a passé en revue son emploi du temps pour la journée. Son entreprise de conseil en sécurité n'avait augmenté au cours de la dernière année, spécialisée dans la protection personnelle des cadres et des familles qui avaient besoin d'une véritable sécurité plutôt que des démonstrations théâtrales de force. Derek avait découvert que ses compétences militaires se traduisaient parfaitement dans des applications civiles, en particulier lorsque les clients ont compris qu'ils embauchaient quelqu'un qui avait passé des décennies à protéger les personnes qui comptaient. Mais la partie la plus satisfaisante de la nouvelle vie de Derek a été la simplicité de celle-ci. Pas de mission classifiée, pas de décision de vie ou de mort, pas de sacrifice de la famille pour le devoir, juste le rythme constant des courses scolaires et des pratiques de football et des histoires au coucher lues à un garçon qui avait appris à faire confiance que son père serait toujours là. Le téléphone de Derek a sonné. Numéro inconnu, mais Derek a reconnu le modèle. L'appel chiffré acheminé via plusieurs serveurs. Morrison, colonel Torres ici. Comment la retraite vous traite-t-elle, Derek? Derek sourit. Aucune plainte, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Nous avons une situation qui pourrait utiliser votre expertise particulière. Extraction de valeur élevée en V, territoire hostile, soutien officiel minimal. Intéressé? Derek regarda autour de sa cuisine. L'œuvre de Tyler sur le réfrigérateur. Trophie de football sur le rebord de la fenêtre. Le genre de chaos familial normal qui avait autrefois semblé impossible. J'apprécie l'offre, le colonel, mais je suis en permanence. Derek, c'est important. Implication de la sécurité nationale. Civils américains en danger. Il y a d'autres personnes qui peuvent gérer la sécurité nationale, monsieur. Il n'y a qu'une seule personne qui peut gérer la pratique du football de Tyler. Derek a mis fin à l'appel et supprimé le numéro. Il y a 6 mois, il aurait pu être tenté. L'appel du devoir est mort dur chez les hommes qui en avaient fait toute leur identité. Mais Derek avait appris quelque chose d'important au cours de la dernière année. Le devoir n'était pas seulement de servir votre pays. Parfois, le devoir signifiait être présent aux personnes qui avaient le plus besoin de vous.
Cet après-midi, Dererick est arrivé à l'entraînement du football de Tyler 15 minutes plus tôt. Il avait appris que d'autres parents appréciaient la ponctualité et qu'être le père fiable rendait Tyler fier d'une manière que les décorations militaires ne pouvaient jamais. Derek a regardé son fils jouer avec le genre d'attention concentrée qu'il avait autrefois réservé à l'analyse tactique. Tyler avait hérité de la capacité de Dererick à évaluer rapidement les situations et son refus d'être intimidé par des adversaires plus grands. Mais plus important encore, Tyler avait développé le genre de confiance facile qui provenait d'enfants qui savaient qu'ils étaient soutenus inconditionnellement. Derek Morrison. Derek se tourna pour trouver une femme au sujet de son âge s'approchant des gradins. Elle était attirante d'une manière discrète. Le genre de beauté qui vient de la compétence et de la confiance plutôt qu'un artifice minutieux. Je suis Janet Stevens. Ma fille Emma fait partie de l'équipe de Tyler. Dererick hocha la tête poliment. Ravi de vous rencontrer. Janet s'assit à côté de lui sur les gradins. Tyler parle beaucoup de vous pendant l'entraînement. Il est clair qu'il pense que vous êtes assez incroyable. Dererick a regardé Tyler voler avec succès le ballon de l'adversaire beaucoup plus grand. C'est un bon enfant. Il est. Et vous faites un excellent travail avec lui. La voix de Janet portait l'autorité de quelqu'un qui avait vu suffisamment de familles pour reconnaître les autorités fonctionnelles. Je suis thérapeute familial et je vois beaucoup d'enfants de situations difficiles. Tyler s'est remarquablement bien adapté. Dererick a étudié le visage de Janet, à la recherche des signes de curiosité professionnelle ou d'agenda thérapeutique qu'il avait appris à reconnaître. Au lieu de cela, il a vu une véritable chaleur et le genre d'observation minutieuse qui provenait de personnes qui se souciaient du bien-être des enfants. Tyler a traversé certains défis, a déclaré Dererick soigneusement. La plupart des enfants ont. La différence est de savoir s'ils ont quelqu'un qui lui donne de la stabilité par la suite. Janet a regardé Tyler marquer un but et pomper son poing pour célébrer. Il a la chance de vous avoir. Dererick s'est retrouvé véritablement apprécier la conversation. Janet était intelligente sans être académique, attentive sans être intrusive, et elle a clairement compris la différence entre l'intérêt professionnel et la connexion personnelle. Après l'entraînement, Tyler a couru vers Derek avec le genre d'énergie exubérante qui venait des enfants de 9 ans qui avaient passé une heure à poursuivre un ballon autour d'un champ. Avez-vous vu mon objectif, papa? Je l'ai vu. Beau jeu de jambes, Tyler rayonna, puis remarqua Janet debout à proximité. Salut, Madame Stevens. Avez-vous vu la sauvegarde d'Emma en seconde période? Elle est vraiment bonne. Elle et Janet acceptaient. Et votre objectif était aussi assez impressionnant. Le sourire de Tyler s'élargit. Dererick avait remarqué que son fils avait bien répondu à l'approbation des adultes. Probablement parce qu'il avait passé trop de temps avec des adultes qui l'ont retenu comme une forme de contrôle. Madame Stevens, Tyler a déclaré avec une sorte de sérieux réfléchi qui a rendu Derek fier. Est-ce que vous et Emma voulez obtenir de la crème glacée avec nous? Papa achète toujours de la crème glacée après l'entraînement. Dererick a regardé Janet, qui était clairement amusée par l'approche directe de Tyler des arrangements sociaux. Si votre père ne se soucie pas de l'entreprise, a-t-elle déclaré. Dererick s'est retrouvé à dire « Nous apprécierons l'entreprise ». Une heure plus tard, Dererick s'est assis dans un magasin de crème glacée locale en regardant Tyler et Emma s'engager dans le genre de conversation intense que les enfants de 9 ans avaient sur des sujets importants comme les saveurs préférées et si le football était meilleur que le baseball. C'est un gamin remarquable, dit doucement Janet. Confiant mais pas arrogant. Amical mais pas naïf. Quoi qu'il ait vécu avant, il est clairement plus fort. Dererick hocha la tête. Tyler a un bon instinct sur les gens. Il a appris à faire confiance à son jugement. Janet sourit. C'est une compétence précieuse. Trop d'enfants apprennent à douter d'eux-mêmes lorsque les adultes leur font défaut. Dererick s'est retrouvé à s'ouvrir d'une manière qui l'a surpris. La mère de Tyler. Elle a fait des choix qui n'étaient pas dans son meilleur intérêt. Il a dû apprendre que tous les adultes ne sont pas dignes de confiance, mais il vous fait entièrement confiance. J'espère que oui. J'ai essayé d'être cohérent, prévisible. Après ce qu'il a vécu, il avait besoin de savoir que certaines choses étaient permanentes. L'expression de Janet est devenue réfléchie. Vous savez, la plupart des pères célibataires de votre situation se seraient remariés rapidement juste pour fournir une figure mère. Le fait que vous ne vous aidiez pas suggéré de comprendre que la stabilité est plus importante que la structure familiale conventionnelle. Dererick l'a considéré. Tyler et moi sommes une famille.
Nous n'avons pas besoin d'ajouter des gens pour être complets, mais vous êtes ouvert à ajouter des gens s'ils améliorent ce que vous avez déjà. Dererick a regardé Janet avec une nouvelle appréciation. Elle posait des questions directes sans être intrusive, montrant de l'intérêt sans être arrogante. Je suis ouvert aux possibilités. Le sourire de Janet était chaleureux et authentique. Bon, parce que Emma et moi sommes assez bons pour améliorer les choses. Alors qu'ils retournaient vers leur voiture, Tyler a discuté avec enthousiasme du programme de match à venir et de savoir si Dererick pensait qu'il était prêt à essayer pour l'équipe de voyage. Dererick a écouté avec le genre d'attention concentrée qui a dit à Tyler que ses intérêts importaient, ses rêves étaient valables et son père soutiendrait tout ce qu'il avait choisi de poursuivre. « Papa, dit Tyler en atteignant leur Jeep. J'aime Madame Stevens et Emma. Ils sont gentils. » Derek a bouclé Tyler dans son siège et a réfléchi à l'évaluation de son fils. Tyler était devenu un excellent juge de caractère. En partie à cause de ce qu'il avait vécu, en partie parce que Dererick lui avait appris à faire confiance à son instinct. Je les aime aussi, fils. Ce soir-là, après que Tyler dormait, Dererick s'est assis sur son porche arrière et a réfléchi à la journée. Il y a un an, il avait planifié la destruction systématique de personnes qui menaçaient sa famille. Ce soir, il pensait aux entraînements de football et aux dates de crème glacée et à la possibilité d'élargir sa définition de la famille pour inclure des personnes qui ont amélioré plutôt que de menacer ce qu'il avait construit. Derek Morrison avait passé 22 ans dans une profession où la victoire a signifié que l'élimination des ennemis et le succès a été mesuré en mission terminée. Maintenant, il apprenait que les victoires les plus importantes étaient les victoires calmes. Un fils qui rit facilement. Des routines au coucher qui ressemblaient à une tradition plutôt qu'à l'obligation, et à la possibilité de construire quelque chose de nouveau sans oublier l'importance de protéger ce qui existait déjà. Dererick leva les yeux vers des étoiles qui semblaient plus brillantes qu'elles ne l'avaient fait il y a un an et souriait. Demain, Tyler a passé un test scientifique, une pratique de football et une date de jeu avec Emma Stevens. La semaine prochaine, il y a eu une conférence sur les parents et un carnaval scolaire où Derek serait probablement discuté pour travailler sur le stand de trempage. C'était Derek reflétait exactement le type de futur qui mérite d'être battu. Et Derek Morrison avait toujours été très bon pour se battre pour des choses qui comptaient. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Et qu'il y avait un homme avec elle, pas toi. Dererick serra le téléphone jusqu'à ce que le plastique craque. Où est Tyler maintenant? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas revu depuis cette nuit-là. Derek, je crois que quelque chose de grave s'est produit. Derek raccrocha et resta dans sa cuisine à assimiler l'information avec la froide efficacité d'un briefing militaire. Sa femme le trompait. Son fils avait disparu et plusieurs personnes avaient trahi les deux choses sacrées pour Dererick, la loyauté et la famille. En Afghanistan, Derek avait un jour traqué une cellule d'insurgés pendant 3 mois avant de frapper. Il avait appris leurs habitudes, leurs relations, leurs faiblesses. Il avait découvert lesquels avaient une famille, lesquels avaient des dettes, lesquels détenaient des secrets qu'ils avaient tués pour protéger. Lorsqu'il avait finalement déménagé, la cellule entière avait tout simplement disparu. Pas de prisonniers, pas de survivants, pas de pitié. Dererick se rendit au sous-sol et ouvrit un coffre-fort caché derrière le chauffe-eau. À l'intérieur se trouvaient des objets qui n'existaient officiellement pas. Des téléphones intraçables, de l'argent liquide en plusieurs devises, des papiers d'identité portant des noms de personnes inconnues et, surtout, un carnet en cuir rempli de coordonnées d'hommes spécialisés dans les problèmes impossibles à résoudre par la voie légale. Il choisit un téléphone et composa un numéro de mémoire. Garrett, cabinet de conseil en sécurité. La voix était terriblement professionnelle. Ici Morrison. J'ai besoin d'une localisation prioritaire pour une personne disparue. Garçon de 8 ans, vu pour la dernière fois il y a 3 jours. Derek fournit la description et les détails de Tyler. Compris. Dossier complet. La mâchoire de Dererick se serra. Dossier complet impliqué surveillance, vérification des antécédents et autres services opérant dans des zones d'ombre légales. Oui. Et j'ai besoin d'un bilan complet pour 2 adultes. L'un c'est Morrison et un homme inconnu, la trentaine, cheveux blonds, environ 1,88 mètres. Derek décrivit l'homme qu'il avait vu dans son lit. Chronologie 24 heures. Ça coûtera plus cher. L'argent n'est pas un problème. Dererick raccrocha et remonta à l'étage. Le bruit de la chambre s'était calmé. Par l'entrebâillement de la porte, il pouvait voir Lindsay et son amant dormir paisiblement, inconscients que leur monde était sur le point de s'écrouler.
Derek Morrison avait passé toute sa vie d'adulte à protéger des gens qui ne méritaient pas protection, à tuer des ennemis qui ne méritaient pas la pitié, et à tout sacrifier pour des principes qui ne signifiaient rien pour ceux qui bénéficiaient d'un sacrifice. Mais là, c'était différent. C'était personnel. Et Derek Morrison était très doué pour rendre les choses personnelles. Chapitre 2, le venin de la mer. Derek ne dormit pas. Au lieu de cela, il resta assis dans sa Jeep garée à 3 pâtés de maison, observant sa maison avec des jumelles de qualité militaire. À 6h23, une BMW argentée s'arrêta dans son allée. Derek reconnut immédiatement la voiture. Patricia Kellerman, la mère de Lindsay. La femme en sortit vêtue d'une tenue de sport coûteuse, l'expression de quelqu'un assistant à des funérailles dont elle se réjouissait secrètement. Elle entra dans la maison avec sa propre clé. Un détail que Derek notait avec une colère grandissante. Patricia avait eu accès à sa maison, son sanctuaire, alors qu'il saignait pour son pays. Par la fenêtre de l'étage, Derek observait les ombres se déplacer. Des conversations qu'il n'entendait pas mais qu'il imaginait. 20 minutes plus tard, Patricia émergeait avec Lindsay et un homme mystérieux. La femme de Derek portait des lunettes de soleil malgré le ciel couvert et se déplaçait avec l'énergie nerveuse de quelqu'un qui s'attend à une confrontation. Derek le suivait à distance, le moteur modifié de sa Jeep ronronnant doucement tandis qu'il traversait la ville jusqu'à Oakwood Heights, le genre de lotissement sécurisé où les gens comme Patricia affichaient leur succès comme des symboles tribaux. La BMW les conduisit à une vaste maison coloniale aux pelouses parfaitement entretenues et à la beauté stérile d'un aménagement paysager professionnel. Derek se gara dans une rue latérale et activa le dispositif d'écoute qu'il avait fixé à la voiture de Lindsay pendant la nuit. L'entraînement militaire avait ses avantages. Certes, il ne vit rien. La voix de Patricia grésilla dans le combiné. Je t'avais dit qu'il était censé être absent un mois de plus. Lindsay semblait sur la défensive, effrayée. Brad, on devrait peut-être se détendre. La voix masculine était assurée, dédaigneuse. Les militaires sont tous pareils. Prévisible. Il va probablement demander le divorce et disparaître dans un programme pour anciens combattants. Derek sourit froidement. Prévisible. C'était leur première erreur. Et Tyler? La voix de Lindsay se réduisit à un murmure. Et lui? Le ton de Patricia exprimait la cruauté désinvolte que Derek avait entendue dans les salles d'interrogatoire. Le garçon devait apprendre à se tenir à sa place. Il commençait à se sentir trop à l'aise en pensant pouvoir perturber nos plans. Maman, tu l'as jeté dehors pendant un orage. Il a 8 ans. C'est le fils de Derek, dit Patricia comme si cela expliquait tout. Cet homme a empoisonné cet enfant contre nous dès le premier jour. Il lui bourre toujours la tête d'histoires d'honneur, de devoirs et d'autres absurdités militaires. Tyler devait comprendre que sa loyauté devait aller à sa famille. Sa vraie famille. Les mains de Derek se crispèrent sur le volant. Dans le combiné, il entendit le bruit d'une porte qui s'ouvrait. Où est Tyler maintenant? C'était la voix de Brad qui se rapprochait de l'appareil. En sécurité, répondit Patricia. Chez ma sœur, dans le Wyoming. Tante Dorothy est compréhensive avec les enfants difficiles. Elle le gardera là-bas jusqu'à ce que nous trouvions une solution à long terme. Derek avait rencontré Dorothy Kellerman une fois, à son mariage. Une femme amère qui dirigeait un ranch thérapeutique pour jeunes en difficulté. Un de ces endroits où les parents envoyaient leurs enfants qu'ils ne pouvaient contrôler. Le genre d'endroit qui fonctionnait à mi-chemin entre la surveillance légale et les soins authentiques. Et si Derek venait le chercher, demanda Brad. Il ne le fera pas. La voix de Patricia était pleine d'une certitude absolue. Derek Morrison est un soldat, pas un détective. Il obéit aux ordres et tire sur ses ennemis. Il ne réfléchit pas stratégiquement aux situations familiales complexes. Encore une erreur. Le téléphone de Derek vibra, un SMS de Garrett Security. Cible localisée dans le Wyoming. Détail ci-joint. De plus, votre inconnu est Brad Hanley, 34 ans, expert en assurance. Divorcé, difficultés financières. Plus d'informations à suivre. Derek parcourut les fichiers. Juin. Le ranch de Dorothy Kellerman se trouvait à 240 km, isolé dans un terrain où les cris ne portaient que par le vent. L'endroit avait fait l'objet de 2 enquêtes pour violation des droits de l'enfant, mais n'avait jamais été fermé faute de preuves et de relations politiques privilégiées. Le profil de Brad Hanley était tout aussi éclairant.
Divorcé 18 mois plus tôt après que sa femme eut découvert son addiction au jeu, il avait actuellement 60 000 $ de dettes envers des personnes qui ne lui proposaient pas de modalité de paiement. Il avait rencontré Lindsay à la clinique vétérinaire où elle travaillait. Il avait amené un chien qui ne lui appartenait pas. Il s'est avéré plus tard qu'il s'agissait d'une pitoyable tentative de rencontre. Mais le détail le plus intéressant résidait dans l'expérience de Brad en matière d'assurance. Il était spécialisé dans les enquêtes d'assurance vie. Le genre de travail qui apprenait à identifier les anomalies, à mettre en scène des accidents et à distinguer une mort naturelle d'une situation suspecte. L'esprit tactique de Derick commença à se faire une idée. La liaison de Lindsay n'avait pas été un simple oubli. C'était une décision calculée. Brad n'était pas qu'un amant. C'était un conspirateur. Et Patricia n'était pas seulement une belle-mère autoritaire. Elle était l'architecte d'un plan visant à écarter Derek de l'équation. Ils attendaient probablement des nouvelles de la mort de Derick au combat. Il réalisa que, comme cela ne se produisait pas, ils étaient passés au plan B, le chasser en détruisant tout ce qui lui était cher. Leur calcul était catastrophique. Dara se rendit en voiture dans un magasin de surplus militaire appartenant à un ancien marine nommé Tommy Voss. Tommy ne posa aucune question et ne garda aucun registre pour certains clients. Derek en ressortit avec un sac de sport rempli d'équipements inaccessibles aux civils, payés avec des espèces introuvables. L'arrêt suivant fut un garde-meuble. Derek le maintenait sous un faux nom. À l'intérieur se trouvaient des objets accumulés au cours de 2 décennies d'opérations, du matériel de communication, du matériel de surveillance et d'autres outils du métier. Mais surtout, il y récupéra un mince dossier contenant des informations détaillées sur chaque membre de la famille de Lindsay. Des renseignements qu'il avait recueillis des années auparavant lors de l'évaluation de risques potentiels pour la sécurité. Patricia Kellerman n'était pas seulement riche, elle avait des relations. Son défunt mari avait été juge fédéral, et elle évoluait encore dans des cercles où les faveurs s'échangeaient comme de la monnaie d'échange. Elle siégeait au conseil d'administration de 3 associations caritatives et de 2 comités d'action politique. Elle possédait des biens immobiliers dans 4 États et détenait des investissements dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver. Mais toute personne au pouvoir avait des points de pression. La réputation de Patricia était celle de sa femme. Elle avait construit toute son identité post-mariage autour de son rôle d'épouse de juge endeuillé, qui avait consacré sa vie à aider les enfants défavorisés. L'ironie d'une femme qui torturait psychologiquement son propre petit-fils tout en défendant publiquement la protection de l'enfance était telle qu'elle en avait assez. Derek passa l'après-midi à effectuer des reconnaissances au domicile de Patricia. Des caméras de sécurité couvraient les approches évidentes, mais Derick avait appris depuis longtemps que ceux qui s'appuyaient sur la technologie ignoraient souvent les facteurs humains. L'équipe de paysagistes venait tous les mardis. La femme de ménage arrivait à 9 h les mercredis et vendredis. Patricia suivait des cours de yoga les lundis, mercredis et vendredis matin. Plus important encore, Derek découvrit que la maison de Patricia possédait un atelier au sous-sol où elle pratiquait son hobby, la menuiserie, un détail qui n'apparaissait dans aucun registre public. L'atelier était insonorisé pour réduire le bruit et disposait d'une entrée séparée par le jardin. Parfait. À l'approche du soir, Derek rentra chez lui. La Honda de Lindsay était de retour dans l'allée, mais la voiture de Brad avait disparu. De l'autre côté de la rue, Derick observait Lindsay se déplacer dans la maison. Son langage corporel trahissait une certaine nervosité. Elle n'arrêtait pas de consulter son téléphone, de regarder par les fenêtres, de sursauter au moindre bruit. La culpabilité était une chose merveilleuse. Elle rendait les gens prévisibles. Le téléphone de Derick sonna. Numéro inconnu. Morrison. Papa. La voix de Tyler était faible, effrayée, mais vivante. Le contrôle émotionnel de Derick se brisa un instant. Tyler, ça va, fiston? Je veux rentrer à la maison. Tante Dorothy est méchante, cet endroit sent mauvais, il n'y a pas de télé et la ligne est coupée. Derick fixa son téléphone pendant 10 secondes. Après avoir assimilé les implications, ils laissèrent Tyler l'appeler, ce qui signifiait qu'il voulait que Derick sache où était son fils. C'était un message. Nous avons quelque chose que tu aimes et nous le détruirons si tu ne te comportes pas bien. Encore une erreur de calcul. Derek Morrison avait appris depuis longtemps que le moyen le plus rapide d'éliminer un ennemi était de lui faire croire qu'il gagnait jusqu'à ce qu'on le détruise complètement. Dans la guerre psychologique, la faiblesse perçue était souvent l'arme la plus dévastatrice. Derek démarra la Jeep et retourna chez Patricia.
Il était temps de commencer à éduquer ceux qui pensaient comprendre ce qu'un soldat pouvait faire quand tout ce qu'il aimait était menacé. Ils allaient apprendre la différence entre un guerrier et une arme. Chapitre 3. La tempête approche. Le téléphone de Derrick sonna à 23h47. Il s'attendait à appeler Derek. La voix de Lindsay était tremblante, artificielle. Tu es à la maison. Moi. Il faut qu'on parle. Je t'écoute, pas au téléphone. Peux-tu me retrouver à Riverside Park demain? Le terrain de jeu où nous emmenions Tyler. Derrick sourit froidement. Même maintenant, elle essayait de le manipuler émotionnellement, choisissant un lieu lié à des souvenirs de famille. Quelle heure? 14 heures. J'y serai. Après que Lindsay eut raccroché, Derrick poursuivit ses préparatifs. Il avait passé la soirée à examiner chaque renseignement recueilli par ses contacts. Les dossiers financiers de Patricia Kellerman révélaient des schémas intéressants, d'importants retraits d'espèces coïncidant avec les déploiements de Derrick. Des paiements à un détective privé et des virements vers un compte offshore que Brad Hanley avait ouvert 6 mois plus tôt. Il préparait cela depuis plus longtemps que Derek ne l'avait initialement prévu. Cette liaison n'était que la surface d'un projet plus sophistiqué, une tentative systématique d'isoler Derek, de l'éloigner de son fils et de se positionner pour réclamer des prestations d'assurance et des allocations de survivants si Derrick mourait au combat. Si cela n'arrivait pas assez vite, il passerait à la guerre psychologique, briserait Derek émotionnellement, le forcerait à commettre des erreurs, créerait des motifs de divorce qui le feraient passer pour un vétéran instable. Les relations de Patricia dans le système judiciaire permettraient à Lindsay de tout obtenir, la maison, la garde de Tyler et la pension militaire de Derrick. Mais ils commettaient une grave erreur. Ils avaient supposé que Derrick réagirait émotionnellement, immédiatement, comme un père en deuil et un mari trahi. Ils s'attendaient à ce qu'il affronte Lindsay directement, qu'il devienne violent, et surtout négligent. Au lieu de cela, Derek Morrison abordait cette mission comme il l'avait fait pour toutes les autres, avec patience, précision et la certitude absolue que ses ennemis se détruiraient s'il lui laissait le champ libre. Le lendemain matin, Derek visita l'école de Tyler. La directrice, Rebecca, était une femme bienveillante d'une cinquantaine d'années qui se souvenait de Derek lors de divers événements scolaires avant son dernier déploiement. Monsieur Morrison, elle semblait sincèrement ravie de le revoir. Bienvenue à la maison. Tyler devait être tellement excité. L'expression de Derrick resta neutre. En fait, madame, c'est pour ça que je suis là. Tyler n'est pas à la maison. Le sourire de la directrice s'effaça. Je suis désolé. Tyler n'est pas allé à l'école depuis plus d'une semaine, d'après mon voisin. Sa mère m'a dit qu'il était chez des proches, mais je suis inquiet. L'école a-t-elle reçu une notification officielle concernant l'absence de Tyler? Madame a consulté son ordinateur, fronçant les sourcils de plus en plus. Non, nous n'en avons pas reçu. En fait, Madame Morrison a manqué la réunion d'inscription de Tyler il y a 3 semaines. Nous avons essayé de la joindre. Elle a levé les yeux vers Derek avec une inquiétude croissante. Monsieur Morrison, je suis tenu de signaler les absences prolongées et inexpliquées aux services sociaux. Vous comprenez? Quelle est la procédure? En général, nous essayons d'abord de régler le problème avec la famille. Mais si un enfant est absent plus de 10 jours d'école consécutifs sans explication, sa voix s'est éteinte, visiblement mal à l'aise. Derrick a hoché la tête avec compassion. Madame, je dois vous demander de tout documenter soigneusement. Il pourrait y avoir des complications avec la famille de ma femme. Je veux m'assurer que l'intérêt supérieur de Tyler soit protégé. Madame n'était pas dupe. Elle avait vu suffisamment de familles de militaires pour reconnaître les signes de problème. Bien sûr. Étage M. Morrison, si vous avez besoin de ressources pour des services de conseil familial ou de soutien, merci. Je m'en souviendrai. Derek quitta l'école en sachant qu'il venait d'allumer une mèche qui atteindrait les services sociaux dans les 48 heures. Au Colorado, l'absence inexpliquée d'un enfant déclenchait des enquêtes obligatoires, surtout lorsqu'un parent exprimait des inquiétudes concernant l'autre. Les relations politiques de Patricia pouvaient ralentir le processus, mais elles ne pouvaient pas l'arrêter complètement. À 13h45, Derrick arriva à Riverside Park. Il avait soigneusement choisi son emplacement. Un banc avec une vue dégagée dans plusieurs directions, adossé à un arbre, des issues de secours tracées. De vieilles habitudes. Lindsay arriva avec 10 minutes de retard, accompagné de Brad Hanley. Intéressant.
reprit-elle, ce qui suggérait qu'elle s'attendait à ce que cette conversation tourne mal. Lindsay avait une mine affreuse. Ses cheveux, habituellement impeccables, étaient tirés en arrière avec négligence. Son maquillage ne parvenait pas à cacher les cernes sous ses yeux, et elle se déplaçait avec l'énergie nerveuse de quelqu'un sous l'effet d'une surdose de caféine et d'un manque de sommeil. Brad, au contraire, s'efforçait de projeter une image d'assurance. Il portait un costume coûteux qui ne lui allait pas vraiment et se tenait comme un homme qui a vu trop de films sur les durs à cuire. Derek le catégorisa immédiatement. Civil, doux, dangereux uniquement parce que les désespérés faisaient des choses imprévisibles. Derek. Lindsay s'assit à côté de lui, laissant Brad debout, maladroitement, à proximité. Merci d'être venu. Où est Tyler? Il est en sécurité. Il est chez ma tante dans le Wyoming. Juste un petit moment, jusqu'à ce qu'elle prenne une inspiration tremblante. En attendant qu'on trouve une solution, Derrick se tourna pour la regarder droit dans les yeux. Même après tout ça, Lindsay était toujours belle. C'était une partie du problème. Derrick était tombé amoureux de son visage et n'avait jamais pris la peine de l'examiner plus en profondeur avant qu'il ne soit trop tard. Comprendre quoi? Notre mariage. Nous. Toute cette situation. Quelle situation est-ce? Le sang-froid de Lindsay se brisa légèrement. Derek, ne rend pas les choses plus difficiles que nécessaire. Tu sais, les choses sont difficiles entre nous depuis des années. Vos déploiements, le temps passé loin les uns des autres, la façon dont l'armée passait toujours en premier. Avant ou après que tu aies commencé à coucher avec lui. Derrick fit un signe de tête à Brad sans quitter Lindsay du regard. Brad s'avança, gonflé comme un coq en colère. Surveille tonton. Lindsay ne mérite pas ça. Le regard de Derrick se porta sur Brad. Et ce que l'expert en assurance lut dans ses yeux le fit reculer involontairement. Tu as raison, dit Derrick d'un ton doux. Elle ne mérite pas qu'on lui parle avec respect. Ce privilège a pris fin lorsqu'elle a jeté mon fils dans la tempête et lui a dit qu'il avait ruiné sa vie. Le visage de Lindsay devint blanc. Ce n'est pas que je ne l'ai pas fait. Madame Chin a tout vu. Elle a tout entendu, y compris la contribution de ta mère à l'éducation de Tyler sur sa valeur. Derrick regarda Lindsay en analyser les implications. Sa famille pensait être prudente, mais elle avait sous-estimé les capacités de surveillance des voisins curieux, des professeurs attentionnés et des soldats entraînés qui savaient recueillir des renseignements. Derek, tu ne comprends pas, Tyler était difficile et maman essayait juste de le discipliner, et la situation a dérapé. La voix de Lindsay s'éleva, désespérée. Ton gosse a ruiné ma vie. C'était exactement tes mots à un enfant de 8 ans. La voix de Derek resta calme, sur le ton de la conversation. Dis-moi, Lindsay, quand Tyler a-t-il ruiné ta vie? À sa naissance. Là où il a appris à marcher. Quand il a commencé à m'appeler papa au lieu de toi. Brad a apparemment décidé que c'était le moment de prendre les choses en main. Écoute, Morrison, je sais que c'est dur, mais Lindsay a fait son choix. Elle demande le divorce et va obtenir la garde de l'enfant. Ton dossier militaire fait état de multiples déploiements, de missions dangereuses, d'indicateurs de stress psychologique. N'importe quel juge verra que Tyler a besoin de stabilité. Derrick se leva lentement. Brad mesurait peut-être 8 cm de plus, mais la présence de Derrick rendait la différence de taille sans importance. Mon dossier militaire fait état de 22 ans de service décoré pour protéger des gens comme toi. Que révèle ton dossier, Brad? La bravade de Brad affaiblit. Quoi? Ton dossier? Ton histoire. La raison pour laquelle tu as 60 000 $ de dette envers des bookmakers qui te cassent les jambes pour des paiements de laïcité. La raison pour laquelle ton ex-femme a obtenu une ordonnance restrictive. La raison pour laquelle tu as été renvoyé de 3 compagnies d'assurance pour avoir falsifié des enquêtes sur des sinistres. Le visage de Brad s'est vidé de ses couleurs. Comment as-tu fait? Je suis très doué pour découvrir les choses. Le sourire de Derrick était glacial. Veux-tu que je raconte à Lindsay le temps que tu as passé en prison pour avoir harcelé ton ex-femme? Ou devrions-nous discuter de ton projet actuel de mettre en scène ma mort et de réclamer mon assurance vie? Lindsay s'est levée d'un bond. C'est insensé. Brad ne le ferait jamais, n'est-ce pas? Derrick sortit son téléphone et passa une conversation enregistrée sur la micro qu'il avait installée dans la voiture de Lindsay. La voix de Patricia résonna.
Les assurances tripleront les indemnités en cas de décès accidentel en service actif. Brad sait comment rendre ces choses convaincantes. Le terrain de jeu sembla se rétrécir autour d'eux. D'autres parents commencèrent à remarquer la tension, rapprochant leurs enfants. Lindsay fixa Brad avec une horreur naissante. Tu m'avais dit que c'était une question d'amour, de construire une vie ensemble. Le masque de Brad finit par tomber complètement. L'amour ne rembourse pas les dettes de jeu, ma chérie. Mais $250 000 d'assurance et une pension militaire, c'est sûr. Derrick vit le monde de Lindsay s'effondrer en temps réel. La liaison avait été assez pénible, mais réaliser qu'elle avait été manipulée dans un complot de meurtre brisa quelque chose de fondamental dans son expression. Tyler, murmura-t-elle. Où est vraiment Tyler, répondit Derek avant que Brad ne puisse mentir à nouveau. Le ranch de Dorothy Kellerman dans le Wyoming. Un endroit où les enfants disparaissent pendant des mois sans que personne ne pose de questions. Un endroit où ta mère l'avait envoyé après que tu l'aies jeté dans une tempête pour avoir entravé le plan de ton petit ami de me tuer. Lindsay s'assit lourdement sur le banc, les mains tremblantes. Je ne savais pas. Tu en savais assez. La voix de Derrick avait la fermeté du marteau d'un juge. Tu savais que Tyler était gênant. Tu savais que j'étais un obstacle. Tu savais que ta mère détestait mon influence sur notre fils. Ce que tu ignorais, c'est que vous étiez tous sacrifiables une fois que Brad aurait obtenu ce qu'il voulait. Derek se tourna vers Brad, qui reculait lentement. Voilà ce qui va se passer. Tu vas retourner chez Patricia. Tu vas récupérer Tyler personnellement et le ramener à la maison. Tu as 24 heures. Et si je ne le fais pas, essaya Brad d'un ton provocateur, mais sa voix se brisa. Le sourire de Derrick était de ceux qui obligeaient les combattants ennemis à se rendre sans tirer un coup de feu. Puis j'ai perdu toute civilité. Derrick s'éloigna, laissant Lindsay sangloter sur le banc et Brad calculant à quelle vitesse il pourrait disparaître. Derrière lui, il entendit Lindsay crier, « Derek, s'il te plaît. Je peux arranger ça. Je peux arranger ça. » Derek ne se retourna pas. Dans 24 heures, il saurait s'ils étaient assez intelligents pour lui donner ce qu'il voulait. Sinon, il l'accepterait quand même, et alors la véritable éducation commencerait. Chapitre 4. Le jeu du chasseur. Derek n'avait pas attendu 24 heures. Cela aurait été civilisé. Et Derek Morrison avait officiellement cessé d'être civilisé dès que son fils l'avait appelé d'un endroit qui sentait mauvais et n'avait pas de télévision. À 3h17, Derek se tenait dans le jardin de Patricia Kellerman, scrutant la maison comme un problème à résoudre. Des caméras de sécurité couvraient le jardin et l'allée, mais le jardin était un angle mort de surveillance. Une pensée civile typique qui se concentrait sur les approches évidentes tout en ignorant les réalités tactiques. L'entrée de l'atelier du sous-sol était exactement là où Derek l'avait observé lors de sa reconnaissance précédente, une porte séparée, des murs insonorisés et aucune connexion directe au système de sécurité de la maison principale. Le défunt mari de Patricia l'avait conçu comme un refuge où il pourrait s'adonner à ses loisirs sans déranger sa femme. Ce jour-là, il aurait une autre utilité. Derrick crocheta la serrure en 47 secondes, une compétence qui lui avait été bien utile là où frapper était une option. À l'intérieur, il trouva exactement ce à quoi il s'attendait, du matériel de menuiserie coûteux, des projets de meubles à moitié terminés et une précision organisée qui trahissait des traits de personnalité obsessionnels. Il trouva aussi quelque chose d'inattendu, un coffre-fort mural caché derrière un panneau perforé rempli d'outils. Derek sourit en examinant le mécanisme de la serrure. Les coffres-forts militaires nécessitaient des explosifs ou un équipement de piratage professionnel. Les coffres-forts civils pouvaient généralement être ouverts par quelqu'un qui comprenait la psychologie de leurs acheteurs. Patricia aurait choisi une combinaison qui lui était chère, mais qui n'était pas évidente pour les voleurs. Dara essaya la date de naissance de son défunt mari, leur anniversaire, le sien. Rien. Puis il essaya l'anniversaire de Tyler, et le coffre s'ouvrit avec un clic. À l'intérieur se trouvaient des documents qui dressaient le tableau d'une manipulation financière systématique s'étalant sur des années. Des polices d'assurance pour Derek que Patricia avait souscrites à son insu, se désignant comme bénéficiaire en cas de décès de Lindsay lors d'une action militaire. Des documents juridiques préparés à l'avance pour les procédures de garde, notamment des évaluations psychiatriques de Derek par des médecins spécialisés dans l'inaptitude des anciens combattants à l'autorité parentale. Le plus accablant était une correspondance entre Patricia et un détective privé qui suivait les déplacements de Derek, documentait ses relations et établissait un profil destiné à étayer les allégations d'instabilité dangereuse.
L'enquêteur avait été payé pour trouver des preuves de syndrome de stress post-traumatique, de tendances violentes ou de toxicomanie susceptibles d'être utilisées contre Derek devant les tribunaux. Mais la découverte la plus intéressante était un dossier intitulé « Solutions à long terme pour Tyler ». À l'intérieur se trouvaient des brochures de pensionnats militaires étrangers, des programmes thérapeutiques pour enfants opposants et des correspondances avec des avocats concernant la révocation des droits parentaux en raison d'une prédisposition génétique à la violence héritée du père. Derek photographiait tout avec un appareil photo qui téléchargeait automatiquement les images sur des serveurs cryptés dans 3 pays différents. Les preuves étaient utiles, mais Derek avait appris depuis longtemps que la menace d'une révélation était souvent plus puissante que la révélation elle-même. Il laissa la maison exactement comme il l'avait trouvée, avec un petit ajout, un appareil de surveillance qui surveillerait toutes les communications électroniques entrantes et sortantes du réseau domestique de Patricia. Savoir, c'était des munitions, et Derek comptait bien être lourdement armé. À cette heure, Derek était garé devant l'immeuble de Brad en lait. Brad vivait dans un ancien entrepôt, dans le genre de quartier où chacun s'occupe de ses affaires sans poser de questions. Parfait pour un homme qui devait de l'argent à des personnes dangereuses et qui devait rester invisible. Derek attendit. La patience était la plus grande vertu du sniper, et Derek avait passé des mois à attendre le tir parfait. Comparé à rester immobile dans le désert pendant 6 heures, tandis que des patrouilles ennemies passaient à 3 mètres, s'asseoir dans une Jeep climatisée pour boire un café était presque un luxe. À 9h23, Brad sortit de l'immeuble avec l'apparence d'un homme qui n'avait pas dormi. Il avait apparemment passé la nuit à hésiter entre fuir ou se battre, et Derek voyait à son langage corporel qu'il n'avait choisi ni l'un ni l'autre. Brad s'apprêtait à négocier, ce qui signifiait qu'il pensait encore avoir commis une erreur de la part de Derek. Derek suivit Brad jusqu'à un restaurant relais pour camionneurs en périphérie de la ville. Le genre d'endroit où les conversations étaient interdites et les réunions interdites. Brad avait choisi l'endroit, ce qui en disait long sur son état d'esprit. Il réfléchissait comme un civil, trouver un terrain neutre, établir un dialogue, trouver un compromis. Derek se gara de l'autre côté de la rue et observa Brad Pace nerveusement à l'intérieur du restaurant, vérifiant son téléphone toutes les 30 secondes. À 10 heures précises, Derek traversa la rue et entra dans le restaurant. Brad lui fit signe de s'installer à un box d'angle, essayant de projeter une assurance que son front en sueur contredisait. « Morrison, merci d'être venu. » Derek se glissa dans le box sans enlever sa veste. « Où est Tyler ? » ?»« C'est de ça que je veux parler. »« Écoute, je crois qu'il y a eu des malentendus. »« Où est Tyler ? » Les tentatives de contrôle de Brad s'évaporèrent. « Il est sain et sauf. »« D'accord. Patricia gère la situation, mais il y a des complications. » Derek attendit. « Le problème, poursuivit Brad, c'est que, l'appartement de Dorothy n'est pas vraiment officiel. Il y a des problèmes juridiques si on se contente d'aller réclamer l'enfant. Il faut être prudent dans la façon dont on gère ça. » L'expression de Derek resta inchangée, mais quelque chose dans son immobilité mit Brad mal à l'aise. « Ce que je dis, c'est qu'on pourrait peut-être trouver une solution qui profite à tout le monde. Tu veux que Tyler revienne. Lindsay veut la stabilité. Patricia veut ce qu'il y a de mieux pour la famille. » Brad se pencha en avant, l'air conspirateur. « Et j'ai des dettes à régler avant que certaines personnes ne s'impatientent. Tu veux de l'argent. Je veux une solution qui convienne à tout le monde. Tu as des avantages militaires, des pensions, cette assurance vie dont Patricia a parlé. Il y en a assez pour tout le monde si on est malin. » Derek étudia Brad comme un scientifique examinant un intéressant échantillon de bactéries. « Tu proposes que je te paie pour me rendre mon fils kidnappé. Ce n'est pas un enlèvement. C'est une garde temporaire pendant que les adultes se débrouillent. » La main de Derek bougeait plus vite que Brad ne pouvait le suivre du regard. Un instant, ils discutaient. L'instant d'après, les doigts de Derek enserraient le poignet de Brad avec une pression telle qu'elle arrêtait la circulation. Le cri de douleur de Brad attira les regards des autres convives. « Voilà ce qui va se passer, » dit Derek d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Tu vas me donner l'adresse exacte de Dorothy Kellerman, son numéro de téléphone et un itinéraire détaillé pour se rendre là où Tyler est détenu. Ensuite, tu vas l'appeler et lui dire que le père de Tyler vient le chercher, et que quiconque interviendra sera traité comme il se doit. » Brad essaya de se dégager, mais la prise de Derek se resserra jusqu'à ce que les os de son poignet commencent à se séparer. « Tu es fou. Tu ne peux pas. Je peux faire tout ce que je veux, Brad. Je fais ce que je veux depuis 22 ans dans des endroits où il n'y a ni loi, ni témoin,
ni conséquence. La seule différence, c'est que maintenant, c'est personnel. Derek augmenta la pression jusqu'à ce que la vision de Brad se brouille de douleur. Le numéro de téléphone. Brad débita l'information entre deux gémissements. Derrick relâcha son poignet et regarda Brad masser sa main pour rétablir la circulation sanguine. Maintenant, l'appel. Les doigts de Brad tremblaient tandis qu'il composait le numéro. Dorothy, c'est Brad. Ouais, je sais qu'il est tôt. Écoute, il y a eu un changement de plan avec le fils Morrison. Il jeta un coup d'œil nerveux à Derek. Son père vient le chercher aujourd'hui. Et Dorothy, ne rend pas les choses difficiles. Fais-moi confiance. Brad raccrocha et s'affala dans la cabine. Il était heureux. Derrick se leva. Loin de là. Qu'est-ce que ça veut dire? Derrick baissa les yeux vers Brad avec l'expression d'un homme qui avait pris une décision définitive. Ça veut dire que tu vas disparaître, Brad. Tu vas faire tes bagages, monter dans ta voiture et rouler jusqu'à au moins 1600 km d'ici. Tu vas commencer une nouvelle vie sous un nouveau nom, dans un endroit où personne ne sait que tu dois de l'argent à des gens qui se cassent les jambes. Je ne peux pas. Si, tu peux. Parce que l'alternative, c'est que je te traque et te montre exactement à quoi ressemble 22 ans de formation spécialisée appliquée à quelqu'un qui a menacé ma famille. Derrick se pencha plus près. Je sais où tu habites, où tu travailles, où tu manges, où tu fais tes courses et où tu vas quand tu penses que personne ne te regarde. Je connais les noms et adresses de tous ceux à qui tu dois de l'argent, de tous ceux avec qui tu as travaillé et de tous ceux qui pourraient te cacher. Si tu es encore dans le Colorado dans 48 heures, je supposerai que tu as décidé de traiter avec moi plutôt qu'avec tes créanciers. Derrick se redressa. Choisis bien. Derrick sortit du restaurant sans se retourner. Par la fenêtre, il regarda Brad, figé dans son box, analyser les mathématiques de sa situation. Devoir de l'argent aux bookmakers était dangereux, mais les bookmakers étaient des hommes d'affaires qui, au final, voulaient récupérer leur argent. Derek Morrison était tout autre. Derek roulait vers le Wyoming, radio éteinte, l'esprit concentré sur la mission à venir. Tyler était à 240 km de là, sous la garde de personnes qu'il avait systématiquement maltraitées, manipulées et terrorisées. Cette situation était sur le point de se terminer. Mais d'abord, Derrick avait un dernier appel à passer. La sécurité de Garrett. Ici Morrison. J'ai besoin d'un rapport complet sur Dorothy Kellerman, y compris les registres fonciers, les informations sur les employés et tous les contacts avec les forces de l'ordre. Délai d'urgence, 3 heures. Derrick raccrocha et appuya plus fort sur l'accélérateur. L'éducation de la famille Kellerman allait entrer dans sa phase suivante, et Derek Morrison avait toujours été un excellent professeur. Chapitre 5. Le jugement se dévoile. Le paysage du Wyoming s'étendait à perte de vue, seulement entrecoupé de quelques groupes de bâtiments qui se présentaient avec optimisme comme une ville. Derrick conduisait depuis 3 heures lorsque son téléphone sonna, annonçant une mise à jour de la sécurité de Garrett. Morrison, tu as des nouvelles de Dorothy Kellerman? Tu ne vas pas aimer. Derek écouta son contact lui détailler les détails. Le ranch thérapeutique de Dorothy était une entreprise légitime sur le papier, agréée comme centre de traitement résidentiel pour jeunes en difficulté, mais l'agrément était minimal, la surveillance quasi inexistante et le lieu délibérément isolé. Plus troublants encore étaient les rapports d'incidents déposés auprès des forces de l'ordre local au cours des 5 dernières années. 3 enquêtes distinctes pour allégations de maltraitance d'enfants, toutes classées sans suite faute de preuves suffisantes et de témoins peu coopératifs. 2 anciens employés avaient porté plainte contre les méthodes de Dorothy, puis avaient soudainement retiré leur déclaration et quitté l'État. Le shérif local est un certain Robert Kellerman, le neveu de Dorothy. On peut en tirer ce qu'on veut. Derek en a fait beaucoup. Dorothy s'était acheté un voleur au milieu de nulle part, protégé par ses relations familiales et l'isolement légal que l'argent pouvait procurer. Les enfants envoyés dans son ranch étaient de fait disparus jusqu'à ce que leur famille décide de les récupérer, si jamais elle le faisait. Combien d'enfants sont actuellement internés dans l'établissement? Inconnu. Ils ne sont pas tenus de communiquer le nombre exact. Il suffisait de maintenir un permis général pour un maximum de 20 résidents. 5 enfants, peut-être même 20. Derrick remercia son contact et continua sa route. Les mathématiques de la situation devenaient plus claires. Tyler n'était pas seulement caché.
Il était détenu dans un lieu conçu pour briser les enfants qui importunent leur famille. Chaque kilomètre parcouru par Derek renforçait sa certitude que ce qu'il découvrirait au ranch de Dorothy nécessiterait une intervention incontrôlable dans des limites civilisées. Le GPS le conduisit sur des routes de plus en plus étroites, de l'autoroute à la route départementale, puis à un chemin de gravier, jusqu'à un endroit à peine praticable. Le ranch était situé dans une vallée entourée de collines basses. Invisible de toute route principale et accessible uniquement par une étroite allée facilement surveillée. Derek se gara à 1,5 km et s'approcha à pied, se déplaçant avec une précision silencieuse qui l'avait maintenu en vie en territoire hostile. Aux jumelles, il étudia le domaine. Une maison principale, 3 bâtiments plus petits qui ressemblaient à des dortoirs, et une grande grange. De hautes clôtures entouraient toute la propriété, surmontées de barbelés censés empêcher la faune d'entrer, mais qui pouvaient tout aussi bien retenir les enfants. 2 personnes étaient visibles dans la cour principale, une femme correspondant à la description de Dorothy, et un homme corpulent qui se déplaçait comme un agent de sécurité plutôt que comme un employé. Derek compta les fenêtres, nota l'emplacement des lumières extérieures et cartographia les voies d'entrée et de sortie potentielles. Puis il vit que Tyler, son fils, était plus petit que dans les souvenirs de Dorerick, plus mince, se déplaçant avec la prudence de quelqu'un qui avait appris que les mouvements brusques attiraient une attention indésirable. Tyler frottait quelque chose près de la grange sous la surveillance d'un adolescent plus âgé. Et même de loin, Derek pouvait voir l'affaissement de ses épaules. Le contrôle émotionnel de Dorerick craqua pendant exactement 3 secondes. Durant ces 3 secondes, il s'autorisa à ressentir toute la rage qu'il gérait avec soin depuis qu'il avait découvert la situation de son fils. Ce sentiment était volcanique, purifiant et absolument mortel. Puis Derek Morrison, vétéran des forces spéciales et expert en guerre non conventionnelle, reprit le contrôle. À 18h47, Dorerick remonta l'allée du ranch comme un homme qui avait toutes les raisons d'être là. L'agent de sécurité sortit de la maison principale, 1,93 mètres, pesant probablement 113 kg, avec une carrure due à la dynamophilie plutôt qu'à la force physique. À l'aide. Le ton de l'agent suggérait que de l'aide était la dernière chose que Dorerick risquait de recevoir. Je suis là pour Tyler Morrison. Je ne connais personne de ce nom. Derek sourit aimablement. Pourriez-vous vérifier auprès de Dorothy? Dites-lui que Derek Morrison est là pour récupérer son fils. L'agent observa Derek avec l'analyse de quelqu'un qui a appris à catégoriser les menaces. Dorerick savait ce qu'il voyait. Taille moyenne, silhouette mince, vêtements civils, aucune arme apparente. L'agent commettait la même erreur que tout le monde. Attendez ici. L'agent entra, laissant Derek seul dans la cour. Par les fenêtres, Dorerick put voir une conversation animée. Dorothy était animée, pointant la porte du doigt, plaidant clairement pour une réponse qui n'impliquerait pas le retour volontaire de Tyler. Le garde revint avec des renforts. 2 autres hommes, tous animés de cette assurance que l'on ressent lorsqu'on intimide des familles incapables de riposter. Madame Kellerman dit que le garçon est en détention préventive et qu'il n'ira nulle part sans les papiers nécessaires. Dorerick hocha la tête raisonnablement. Compris? Puis-je parler à Tyler juste pour vérifier qu'il va bien? Pas de visite sans autorisation. De qui? Madame Kellerman. Et l'autorisation de Madame Kellerman vient d'eux. Le premier garde commençait à s'énerver. Écoute, mon pote. Tu dois faire demi-tour et repartir d'où tu viens. C'est une propriété privée et tu es en violation de propriété. Derek continua. De sourire. En fait, selon la loi de l'État du Wyoming, les garderies agréées sont tenues d'autoriser les visites parentales, sauf ordonnance du tribunal l'interdisant. Y a-t-il une ordonnance du tribunal qui m'empêche de voir mon fils? Les gardes échangèrent un regard. De toute évidence, la plupart des parents qui venaient ici ne connaissaient pas la réglementation de l'État. Il me faudra une pièce d'identité, dit le premier garde. Dorerick tendit sa carte d'identité militaire, sachant qu'il devrait appeler pour vérifier son identité. Pendant qu'ils étaient occupés avec cette procédure, Dorerick en profita pour finaliser son évaluation tactique. 3 gardes, probablement armés, mais ne montrant pas ouvertement leurs armes. Plusieurs bâtiments, un nombre inconnu d'enfants à l'intérieur, une seule issue de secours. Le genre de situation qui exigeait de la finesse plutôt que de la force, du moins au début. 20 minutes plus tard, Dorothy Kellerman sortit de la maison. Elle était exactement comme Dorerick l'avait imaginé. La soixantaine, des cheveux gris acier, et une attitude rigide,
comme celle d'une autorité absolue sur des personnes sans défense. Monsieur Morrison. Sa voix exprimait l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. Je suis surpris de vous voir ici. Je suis venu pour Tyler. Tyler suit un traitement pour des troubles du comportement. Le faire sortir prématurément serait contre-productif pour son progrès thérapeutique. Le sourire de Dorerick ne faiblissait pas. Quel problème de comportement précis? Défiance, agressivité envers les figures d'autorité, attachement inapproprié à la culture militaire, symptômes typiques des enfants élevés dans des foyers militaires instables. Je vois. Et qui a diagnostiqué ces troubles? La confiance de Dorothy vacilla légèrement. Notre psychologue a procédé à une évaluation complète. Votre psychologue? Qui serait ce? Le docteur Martin Reeves. Derek sortit son téléphone et fit une recherche rapide. Le docteur Martin Reeves, agréé dans le Wyoming depuis 6 mois, avait auparavant été agréé au Nevada jusqu'à sa suspension pour falsification de dossiers médicaux. Le sang-froid de Dorothy se brisa visiblement. Monsieur Morrison, je n'apprécie pas votre ton. Cet établissement est soumis à une autorité légale appropriée. De votre neveu, le shérif Kellerman, qui n'a aucune compétence sur les questions de garde d'enfants impliquant des résidents hors de l'État. Dorerick avait fait ses devoirs pendant le trajet. Le fonctionnement de Dorothy reposait sur l'intimidation juridique et l'isolement géographique, mais ces deux tactiques ont échoué face à une personne connaissant la loi. Monsieur Morrison, dit Dorothy d'une voix menaçante. Peut-être devriez-vous vous demander si poursuivre cette affaire est dans votre intérêt. Ou bien, les enfants de Tyler, soudainement retirés de leur environnement structuré, connaissent parfois des revers. Le sourire de Dorerick disparut complètement. Menacez-vous mon fils? Je lui explique les réalités de la psychologie infantile. Dorerick s'approcha de Dorothy et quelque chose dans son geste tendit les 3 gardes. Madame Kellerman, je vais vous expliquer certaines réalités. J'ai passé 22 ans dans des endroits où des gens comme vous ne survivraient pas 22 minutes. J'ai eu affaire à des seigneurs de guerre, des terroristes et des dictateurs qui se croyaient intouchables parce qu'ils contrôlaient des territoires isolés et corrompaient les autorités locales. La voix de Derek resta conversationnelle. Mais ces mots étaient empreints d'une certitude absolue. Vous allez faire venir Tyler ici, tout de suite, et vous pouvez le faire avec le sourire. Parce que si vous ne le faites pas, je vais téléphoner à des spécialistes des problèmes qui ne peuvent être résolus par la voie légale. Dorothy a essayé de maintenir son autorité. Vous ne pouvez pas me menacer. Je suis protégé par votre neveu. Le shérif qui accepte des pots de vin pour ignorer les signalements de maltraitance d'enfants. Derek a sorti son téléphone et lui a montré une photo du shérif Kellerman acceptant une enveloppe d'un homme que les contacts de Dorerick avaient identifié comme un représentant de l'opération de Dorothy. Ou peut-être parlez-vous des fonctionnaires de l'État qui ont été payés pour fermer les yeux sur vos infractions aux règles de licence. Derek avait passé le trajet à appeler des spécialistes des problèmes. Le shérif corrompu, les fonctionnaires soudoyés, les dossiers falsifiés. Tout cela était déjà documenté par des enquêteurs qui ne dépendaient pas des autorités locales. Votre protection s'évapore en ce moment même. Madame Kellerman. Dans environ 6 heures, cet endroit va grouiller d'enquêteurs fédéraux, d'agents des services sociaux de l'État et de représentants des médias qui ont reçu des informations très détaillées sur votre opération. Derek a rangé son téléphone. Tu n'as qu'un seul moyen d'éviter de passer le reste de ta vie en prison fédérale pour trafic d'enfants. Amenez Tyler ici maintenant et faites comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Dorothy fixa Derek pendant 30 secondes, assimilant les implications. Elle avait bâti son opération sur l'hypothèse que les parents seraient émotionnellement compromis, ignorants du droit et pratiquement impuissants. Derek Morrison n'était rien de tout cela. Roberts, dit-elle au premier gardien, amenez le garçon Morrison. 5 minutes plus tard, Tyler émergea d'un des dortoirs, escorté par Roberts. Le fils de Dorerick ressemblait comme 2 gouttes d'eau à ce qu'il était, un enfant traumatisé, systématiquement brisé par des adultes censés le protéger. Mais quand Tyler vit Derek, une lueur s'illumina dans ses yeux que toutes les méthodes thérapeutiques de Dorothy n'avaient pas réussi à éteindre. Papa. Tyler courut vers Derek, et Derek le serra dans ses bras, signe de 22 ans d'entraînement et de la manière de protéger ce qui comptait le plus. Je suis désolé, papa. Tyler murmura contre l'épaule de Derek. J'ai essayé d'être gentil, mais ils ont dit que tu ne voulais plus de moi, et maman a dit que j'étais méchant, et rien de tout ça n'est vrai, fiston. Rien de tout ça n'est de ta faute, et personne ne te fera plus jamais de mal.
Derek regarda Dorothy par-dessus la tête de Tyler. Si jamais j'apprends que tu as contacté quelqu'un de ma famille ou tenté de t'immiscer dans la vie de mon fils de quelque façon que ce soit, je reviendrai ici, et la prochaine fois, je ne m'intéresserai pas aux solutions juridiques. Derek porta Tyler jusqu'à sa Jeep, l'attacha sur le siège passager et quitta le ranch de Dorothy Kellerman sans un regard en arrière. Mais il n'en avait pas fini avec la famille Kellerman. Loin de là. Chapitre 6. Le prix de la trahison. Le retour vers le Colorado donna à Derek le temps d'écouter l'histoire de Tyler. Son fils parlait avec la voix hésitante et prudente des enfants qui ont appris que l'honnêteté pouvait être dangereuse. Mais peu à peu, la vérité éclata. Lindsay l'avait jeté dehors pendant la tempête après l'avoir entendu parler à Brad du départ de Derek. Tyler avait tenté de dire à sa mère qu'il avait entendu quelque chose d'effrayant, et Lindsay avait explosé, hurlant que Tyler gâchait tout, qu'il était comme son père, qu'elle aurait préféré qu'il ne soit jamais né. Patricia était arrivée pendant la tempête et avait trouvé Tyler grelottant sur le porche. Au lieu de le ramener à l'intérieur, elle avait dit à Lindsay que le garçon devait apprendre sa place, que les enfants de militaires devaient se défaire de leur attitude arrogante avant de devenir dangereux comme leur père. Ils avaient conduit Tyler dans le Wyoming le soir même, lui racontant que Derek avait été tué au combat et qu'il resterait chez tante Dorothy jusqu'à ce que de nouvelles dispositions soient prises. Dorothy avait confirmé l'histoire, ajoutant que les problèmes de comportement de Tyler le rendaient inadapté à une famille d'accueil classique. Derek écouta le récit de son fils avec une rage froide qui avait autrefois poussé les commandants ennemis à se rendre plutôt que de l'affronter au combat. Tyler avait passé 3 semaines à croire que son père était mort, à croire qu'il n'était pas désiré, à croire qu'il était fondamentalement brisé. Mais ce qui brisa le dernier lien de Derek avec la civilisation, ce fut sa révélation finale. Tante Dorothy dit, si jamais j'essaie de m'enfuir ou de raconter à qui que ce soit ce qui s'est passé, elle fera en sorte que je ne te revoie plus jamais. Elle raconta que les enfants de militaires qui causaient des problèmes disparaissaient et que personne ne les recherchait, car les soldats se moquent de leur famille. Derek s'arrêta sur une aire de repos et serra son fils dans ses bras pendant que Tyler pleurait. Pas seulement à cause de la peur et de la solitude, mais aussi du soulagement de découvrir que tout ce qu'on lui avait dit était un mensonge. Tyler, dit Derek lorsque ses larmes cessèrent, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Tout ce qu'ils t'ont dit était faux. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas désiré. Tu n'es responsable de rien des adultes, et personne ne t'enlèvera plus jamais à moi. Le téléphone de Derek n'avait cessé de vibrer de messages pendant tout le trajet. La plupart provenaient de Lindsay et Patricia, alternant menaces et tentatives de négociation, mais un message provenait de son contact chez Garrett Security. Colis livré. Consultez vos emails. Derek a examiné les renseignements pendant que Tyler dormait sur le siège passager. Ses contacts avaient été occupés pendant les 12 heures que Derek avait passées dans le Wyoming. La maison de Patricia était désormais sous surveillance étroite. Brad Hanley avait été suivi jusqu'à un motel près de la frontière du Nevada où il tentait apparemment de disparaître, comme Derek l'avait suggéré. Lindsay avait signalé la disparition de Tyler, affirmant que Derek l'avait kidnappé. Mais le plus intéressant étaient les renseignements financiers. Les comptes de Patricia indiquaient d'importants retraits d'espèces au cours du mois dernier, et des interceptions de communication ont révélé qu'elle s'était arrangée pour liquider rapidement ses actifs. Elle se préparait à fuir. Derek a appelé son contact. L'enquête fédérale avance à grands pas. Les autorités du Wyoming s'efforcent déjà de se distancier de l'opération de Dorothy. Le shérif Kellerman a soudainement décidé de prendre une retraite anticipée. Dorothy elle-même a été placée sous protection après avoir commencé à coopérer avec les enquêteurs. Le vol de Patricia pour la Suisse est prévu pour demain matin. Il semble qu'elle envisage de déménager définitivement. Derek sourit froidement. Annuler ce vol. Légalement ou illégalement? À vous de voir. Derek raccrocha et prit une autre décision. La famille Kellerman avait passé des années à bâtir son petit empire de cruauté et de manipulation. Ils agissaient en toute impunité car leurs victimes étaient des enfants et leurs méthodes étaient psychologiquement sophistiquées plutôt que manifestement criminelles. Mais Derek Morrison avait appris quelque chose d'important au cours de ses 22 années de service militaire. Parfois, la seule façon d'arrêter un prédateur était de devenir plus dangereux qu'eux. À 23h30, Derek borda Tyler dans son propre lit, dans sa propre chambre, chez lui. Son fils s'endormit, serrant contre lui l'éléphant en peluche que Derek avait récupéré au sous-sol où Patricia l'avait caché. À 23h45,
Derrick s'arma d'objets interdits aux civils et se dirigea vers la maison de Patricia Kellerman. La demeure des Kellerman était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la chambre principale à l'étage, où Patricia préparait apparemment ses bagages pour un vol vers la liberté. L'équipement de surveillance de Derek indiquait qu'elle était seule. Lindsay séjournait à l'hôtel. Brad était à 800 km et Patricia avait congédié son personnel de maison pour la soirée. Derek désactiva le système de sécurité en utilisant des méthodes apprises dans des endroits où les systèmes de sécurité étaient une question de vie ou de mort. Il entra par l'atelier du sous-sol, se déplaçant dans la maison de Patricia comme de la fumée jusqu'à se retrouver sur le seuil de sa chambre. Patricia leva les yeux de sa valise et se figea. Même à 60 ans, elle était encore une femme séduisante, mais la peur la vieillissait de 20 ans en 20 secondes. « Bonjour, Patricia. » Elle essaya de garder son sang-froid. « Vous êtes en violation de propriété. J'appelle la police. » « Non, vous ne l'êtes pas. » Derrick lui montra l'appareil qu'il tenait à la main et qui brouillait tous les signaux électroniques de la maison. « Tu vas t'asseoir et écouter. » Patricia s'assit lourdement sur son lit, entourée de vêtements et de bijoux coûteux qu'elle ne porterait plus jamais. « Tu as le choix, » dit Derek en s'installant sur une chaise en face d'elle. « Tu peux disparaître ce soir et ne jamais revenir. Ne plus jamais contacter qui que ce soit de ma famille. Ne plus jamais tenter d'interférer dans la vie de Tyler. Si tu choisis cette option, tu vivras. » La voix de Patricia tremblait. Quelle autre option? Le sourire de Derrick était tout ce qu'elle avait craint. Tu me combats. Tu essaies d'utiliser ton argent, tes relations, tes avocats pour continuer la guerre que tu as déclenchée contre ma famille. Si tu choisis cette option, je te montrerai ce qui arrive aux gens qui menacent mon fils. Tu ne peux pas m'intimider. J'ai des ressources. Derrick sortit une tablette et montra à Patricia une vidéo en direct du ranch de sa sœur Dorothy. Des agents fédéraux chargeaient des dossiers dans des camions tandis que Dorothy elle-même, menottée, pleurait tandis que les enquêteurs documentaient des années de maltraitance systématique. D'enfants. Vos ressources sont épuisées, Patricia. Votre sœur coopère avec les enquêteurs fédéraux en échange d'une réduction de peine. Votre neveu, le shérif, a démissionné et témoigne sur les pots de vin que vous lui avez versés. Le détective privé que vous avez engagé pour m'espionner partage ses dossiers avec le FBI. Derek passa à l'écran suivant, affichant des relevés bancaires et des transactions financières. Vos comptes offshore ont été gelés par mandat fédéral. Vos biens immobiliers sont saisis en vertu des lois sur le trafic d'enfants. Vos postes au conseil d'administration d'organismes caritatifs ont été supprimés. Patricia fixait l'écran avec une horreur croissante. C'est impossible. Je bénéficie d'une protection juridique. Vous étiez protégé contre la corruption locale et vos relations politiques. Mais vous avez commis une erreur cruciale. Vous avez commis des crimes fédéraux transfrontaliers impliquant le bien-être des enfants. Cela attire des gens qui se moquent des relations judiciaires de votre défunt mari. Derek rangea la tablette. Mais voici le point intéressant. Patricia. Toutes ces preuves provenaient d'une seule source, Dorothy. Elle a conservé des dossiers détaillés de chaque enfant envoyé dans son établissement, de chaque paiement que vous avez effectué, de chaque conversation que vous avez eue sur la manipulation des modalités de garde. Elle a tout documenté parce qu'elle prévoyait de vous faire chanter un jour. Le visage de Patricia s'est décomposé en réalisant les implications. Sa propre sœur s'apprêtait à la détruire, et Derrick avait simplement accéléré le processus. « Que voulez-vous » murmura Patricia. « Je veux que vous partiez ce soir pour toujours. Je veux que vous retiriez toute réclamation légale concernant Tyler. Signez des documents transférant tous vos biens restants à un fonds fiduciaire pour ses études et disparaîssiez si complètement que même moi je ne pourrai plus vous retrouver. » Derrick se pencha en avant. « Parce que si vous ne le faites pas, si vous me forcez à vous traquer, si vous me forcez à passer ma retraite à m'assurer que vous ne fassiez plus jamais de mal à un autre enfant, alors je cesserai complètement d'être civilisé. Et Patricia, vous ne voulez vraiment pas savoir à quoi cela ressemble. » Derrick a laissé une pile de documents juridiques sur la table de nuit de Patricia. « Votre vol pour la Suisse a été annulé. Il y a un billet de bus pour Mexico dans la cuisine. Tu as 2 heures pour décider si tu es assez intelligent pour le prendre. » Derek est sorti de la maison de Patricia Kellerman comme il était entré, tel un fantôme qui n'y était jamais allé. Mais il a laissé derrière lui quelque chose qui hanterait Patricia pour le restant de ses jours, la certitude absolue que Derek Morrison l'observerait, l'attendrait,
prêt à terminer ce qu'elle avait commencé si jamais elle commettait l'erreur d'oublier que certaines personnes étaient trop dangereuses pour être croisées. Chapitre 7. La dernière leçon. Derrick se réveilla à 5h30 et trouva Tyler assis à la table de la cuisine, tout habillé, mangeant des céréales avec la précision mécanique de quelqu'un qui avait appris que la routine était synonyme de sécurité. « Bonjour, fiston. » Tyler leva les yeux, encore trop prudent, trop adulte pour un enfant de 8 ans. « On repart ?» Derrick s'assit en face de son fils et étudia son visage. « Non, Tyler, on reste à la maison, mais il y a des choses qu'on doit terminer avant. » Derrick avait passé les premières heures de la matinée à examiner les rapports des services de renseignement. Le bus de Patricia pour Mexico était parti à l'heure prévue avec un passager correspondant à sa description. Le ranch de Dorothy était désormais une scène de crime fédéral. Le shérif Kellerman avait été arrêté pour corruption. Brad Hanley avait quitté son motel du Nevada et avait complètement disparu, probablement assez intelligent pour continuer à courir. Mais Lindsay était toujours dans le Colorado, et cette situation exigeait une autre solution. Le téléphone de Derrick sonna. Le numéro de Lindsay. « Derek, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Je sais que tu as Tyler, et je sais que tu es en colère, mais viens à la maison. » Midi vient seul. Derrick raccrocha sans attendre sa réponse. Tyler leva les yeux de ses céréales. « Maman rentre à la maison. » Derrick choisit ses mots avec soin. « Ta mère vient pour parler. » « Mais Tyler, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose d'important. Parfois, les adultes font des choix qui blessent ceux qu'ils sont censés protéger. Quand cela arrive, il y a des conséquences. » Tyler hocha la tête avec la séduction d'un enfant qui a appris qu'on ne peut pas toujours faire confiance aux adultes. « Maman a des ennuis ? » « Oui, fiston. » Elle en a. Derrick a passé la matinée à faire des préparatifs. Il a créé un dispositif d'enregistrement dans le salon légal au Colorado avec un consentement unique. Il s'est arrangé pour qu'un travailleur social soit en veille armé de documentation du traitement de Tyler au ranch de Dorothy. Et il a fait un dernier appel à ses contacts à Garrett Security. « J'ai besoin d'une équipe d'évaluation psychologique. Disponibilité immédiate certifiée par le tribunal. » Quel type d'évaluation ? Fitness pour la garde parentale. À exactement midi, la Honda de Lindsay s'est arrêtée dans l'allée. Derrick regarda depuis la fenêtre que sa femme était assise dans sa voiture pendant 5 minutes, recueillant un courage pour une conversation qu'elle savait mettre fin à son mariage et peut-être sa liberté. Lindsay avait l'air terrible. Son apparence prudente habituelle avait été remplacée par le look ébouriffé de quelqu'un qui pleurait depuis des jours. Elle a déménagé avec l'incertitude tremblante de quelqu'un dont le monde s'était effondré et qui essayait désespérément de conserver quelque chose de familier. Derrick ouvrit la porte avant de frapper. Lindsay. « Derek, merci de m'avoir permis de venir. » Derek l'a conduite dans le salon où Tyler attendait sur le canapé, tenant son éléphant en peluche et regardant sa mère avec une attention fatiguée d'un petit animal évaluant un prédateur potentiel. Le sang-froid de Lindsay a brisé lorsqu'elle a vu son fils. « Tyler, bébé, je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu que tout cela se produise. Je t'aime tellement. » Elle se dirigea vers Tyler, mais la main de Derrick sur son bras l'a arrêtée. « Asseyez-vous, Lindsay. » L'autorité dans la voix de Derrick était absolue. Lindsay était assise sur la chaise en face de Tyler, des larmes coulant sur son visage. « Tyler, » Derrick dit doucement, « ta mère veut te parler. Vous n'avez rien à dire si vous ne voulez pas. Si vous voulez quitter la pièce à tout moment, dites-moi simplement. » Tyler hocha la tête, serrant son éléphant plus près. Lindsay essuya les yeux et essaya de se composer. « Tyler, ma chérie, j'ai fait des erreurs terribles. J'ai dit des choses que je ne voulais pas dire, et je t'ai